Je n'ai parlé que de l'importance que cette grande assemblée générale annuelle, c'est une manifestation de l'association autour des politiques et stratégies de transport en Afrique subsaharienne. C'est un regroupement, un rassemblement qui se tenait tous les 2 ans. Et donc, nous avons connu la Covid-19, année 2020, et je crois que maintenant que tout est revenu dans une situation normale, Cotonou est honoré d'accueillir la toute première Assemblée générale de SSATP pour discuter des politiques de transport. Vous l'avez également entendu, en l'occurrence, évaluer les 4e documents de programme sur ses objectifs et ses résultats, mais surtout tracer les perspectives pour un transport décarboné et dématérialisé. J'ai parlé des efforts qui ont été des efforts soutenus ici au Bénin ces 9 dernières années, parce que le 6 avril, ce sera 9 ans, dans le domaine des infrastructures. Le Bénin est un corridor qui relie principalement l'Interland et les pays frères et amis du Sahel. Et donc le port de Cotonou, plus le corridor nord-sud, est une dimension fondamentale du développement de notre pays. Il y a également le corridor Abidjan-Lagos que vous connaissez très bien, qui est la côtière, qui relie un certain nombre de pays de la sous-région ouest africaine, depuis Abidjan jusqu'à Lagos. Cette conférence, cette assemblée générale tombe à point nommé, comme on le dit, pour que les efforts qui ont été faits ici et les expériences, les leçons apprises autour soient partagées avec les autres pays, tout en apprenant également des expériences de tous les pays. L'objectif final est de construire quelque chose ensemble, autour des politiques du transport, pour mieux connecter nos États. Et je pense que Cotonou apprécie fortement l'honneur qui lui est fait d'abriter cette importante manifestation. C'est pour ça que j'ai témoigné la reconnaissance du président Patrice Talon et du gouvernement du Bénin vis-à-vis du groupe de la Banque mondiale et de tous les partenaires qui soutiennent le SSATP. Quand on a fait des infrastructures et qu'on n'a pas pensé le transport, il reste encore un grand chemin à faire. Vous savez très bien que quand on a des pôles, pour que ces pôles démarrent, c'est comme un moteur dans une voiture, il faut les connecter. Il faut que les activités aient lieu, il faut transporter les productions, il faut animer le commerce. Et ça, c'est le transport qui sait le faire déplacer les personnes et les biens. Et je crois que notre réflexion est au cœur de ces dynamiques-là que nous voulons porter vis-à-vis des défis qui regardent le changement climatique. C'est pourquoi c'est fondamentalement axé sur la décarbonisation et la digitalisation. Merci. Merci à Monsieur le Ministre, Monsieur José Tonato, donc ministre du Cadre de Vie et du Développement chargé des Transports chargé du Développement durable, pour cette réponse. Si d'autres personnes ont des questions pour Monsieur le Ministre, c'est le moment. Ou pour d'autres. Il n'y a pas que le Monsieur le Ministre, il y a les spécialistes du sujet. Il y a les spécialistes effectivement du sujet. Moi, j'accueille tout simplement. Moustapha Benmama, responsable du programme de politique de transport en Afrique. Il y a M. Jean-François Marteau, responsable des transports de la Banque mondiale, M. Sergio Oliete Rossa, chef d'unité transport durable et développement urbain, M. Robert Lissengue, le directeur de la technologie, de l'innovation, de la connectivité et du développement de l'infrastructure, et Mme Lydie, membre de la SSATP. Non, Banque africaine. Banque africaine de développement. La Banque africaine, voilà, donc je viens de oui, allez-y. Bonjour Monsieur le Ministre, j'ai une question particulièrement pour vous. Je vous ai très bien suivi pour votre allocution tout à l'heure. Il y a une dimension du transport que je n'ai pas trop suivie. C'est celle du transport fluvial. Je sais que dans le PHE, il y a quand même cette dimension du transport qui est prévue, notamment autour du Grand Lopé. Je ne sais pas si vous pouvez vraiment revenir dessus. Merci beaucoup pour cette question qui me donne l'occasion de dire que nous n'avons pas abandonné le transport fluvial. Et quand on vous détaillera le projet de mobilité durable du Grand Nukwe, vous verrez que c'est un projet de transport
multimodal intégré. Il y a la route, il y a le fleuve et le lac. Il y aura certainement à terme le chemin de fer. Donc, ce n'est pas du tout un choix délibéré de ne pas traiter le fluvial. Je peux vous parler du réseau fluvio-lagunaire qui maille la totalité du sud du Bénin. Quand vous prenez le lac Nokoué aujourd'hui, il y a 16 communes autour du lac Nokoué qui arrivent tous les jours à Cotonou. Quand vous allez à Porto-Novo, vous verrez que le transport fluvial, encore informel, est très développé entre le Bénin et le Nigeria. Aujourd'hui, nous avons pris en compte ces chemins fluviaux et lagunaires-là. Nous voulons les travailler dans le cadre du projet de mobilité durable du Grand Nokoué pour en faire de véritables canaux support de la mobilité et du transport. Donc, je vous rassure sur ce point. Merci. Bonjour, monsieur. J'aimerais vous poser une question par rapport à l'adaptation des différentes décisions qui seront prises à cette rencontre-là. Comment est-ce qu'elles seront adaptées aux réalités béninoises? Quand on parle du transport, comment est-ce qu'on pourra adapter les différentes décisions qui seront prises au transport de béninois? Quand je parle du transport, taxi, moto, comment faire de ce transport un transport durable? Merci. Le Bénin participe à la réflexion en cours. Le Bénin participe à la définition de la stratégie en cours en apportant et en partageant avec les autres pays son contexte, ses réalités. Et tout ce qui se construit va intégrer forcément les réalités du Bénin. Nous aurons le transport routier, nous aurons le transport des taxis motos, que le programme de mobilité durable permet d'électrifier progressivement. Donc on a commencé dans un passé récent, mais on va intensifier pour avoir à terme rien que des motos électriques. Le transport fluvial sera pratiquement qu'électrique. C'est là où on parle de décarboner le transport. Mais je voudrais vous rassurer que le programme de mobilité urbaine du Grand Nokoué anticipe déjà sur les conclusions, les résolutions et les propositions d'action de la présente rencontre des assemblées, puisque ce programme-là est fondamentalement orienté dans la dynamique de décarboner le transport et de le digitaliser. Merci. Ici, Serge Vivien Cougnemont, du groupe de presse La Voix du Routier. Alors, ma question s'adresse à la SSATP. C'est vrai que lorsqu'on était à Marrakech pour la 4e conférence des ministres des Transports, il y avait la question des zones des médias qui était abordée également au cours des panels de discussion. Je voudrais savoir alors que fait la SSATP pour renforcer la capacité des zones des médias afin de mieux faire face aux défis des transports. On sait qu'au Bénin aujourd'hui, il y a quand même un réseau des journalistes pour la sécurité routière. C'est dans ce cadre que nous, on n'a pris pas quand même assurément à la rencontre de Marrakech. On voulait savoir, dans la salle aussi, on a entendu parler, on a entendu les élus locaux, par exemple le maire de Douala, il y a quelque chose qui est fait au niveau des élus locaux. Mais quelles sont les dispositions qui sont prises pour renforcer donc, la capacité des hommes des médias pour pouvoir faire face réellement à toutes ces questions, par exemple, bien sûr, du transport. Merci bien. Vas-y, Jean-François. Bonjour. Bonjour, monsieur. Le SSATP, c'est un partenariat entre les pays sous l'égide de l'Union africaine. Et donc, du coup, les membres, entre guillemets, du SSATP sont représentés par les ministères des Transports dans les différents pays. Et donc, le programme appuie les institutions qui sont sous la supervision de ces ministères des Transports. Donc, il n'y a pas un ciblage direct des hommes des médias sur la partie sécurité routière. En revanche, le programme génère, fait des analyses, comme le rapport qui vous a été présenté à Marrakech, qui a été fait sous l'égide de l'Union africaine avec
avec l'OMS sur la situation de la sécurité routière en Afrique. Il y a des programmes de formation, etc., qui sont faits, mais il y a déjà un énorme travail à faire avec les institutions du continent elles-mêmes en matière de sécurité routière. Donc notre cible, c'est vraiment les institutions du secteur, mais je pense que les représentants des médias, en fait, par capillarité, on peut dire, bénéficient aussi à la fois des études. Et le site du SATP est un site public. Toutes les références, les études, les analyses, je pense qu'on peut même mettre en ligne une partie des contenus, des formations aussi, peuvent aider les personnes des médias à faire. Et on s'assure de les faire en anglais, en français et dans la mesure du possible, quelquefois en portugais aussi, pour que ça puisse être sur tout le continent. Et je pense que quand vous regardez ce qui se passe, il y a vraiment, enfin, je pense qu'on a vu ce matin dans les résumés, il y a une très grande maturité des institutions qui maintenant ne regardent plus seulement la sécurité routière comme on faisait il y a 20 ans, mais regardent aussi les aspects liés au secours après les crashs. On regarde beaucoup plus les motos, alors qu'avant on regardait que les voitures. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent, et je pense que rien qu'à travers les outils en ligne que l'on a et ce qui est fait avec les institutions, ça contribuera aussi à votre renforcement. Juste pour complémenter à ce que vient de dire Jean-François, nous on espère avoir la presse comme partenaire. Vous avez évoqué les problématiques de la sécurité routière. Vous savez bien que la prévention est très très importante. Et là, on encourage les pays membres à faire des campagnes de sensibilisation. Et je sais que vous pouvez être un bon partenaire pour nous aider à mieux améliorer cet outil. Donc voilà, nous on intervient à l'amont, mais pour dérouler ça sur le terrain, nous comptons beaucoup sur l'apport de la presse et des médias. Voilà. Une question. L'organisation du transport n'est pas la même à Marrakech qu'à Cotonou. Et dans le cadre d'un partage d'expérience, de réseautage, quelles sont les idées clés qui reviennent dans vos discussions? Quelles sont les priorités que vous définissez en termes d'action? Je laisse la question tout à l'heure. Ok. Je ne sais pas si je peux parler en anglais, ça va? Yes. Bien sûr. Oh, okay. I think that what we discussed in Marrakesh and what we are discussing here, the problems are very similar. In Marrakesh, in February, that was a global conference on road safety. And the issues that came out was financing. How do you finance road safety? Capacity. How do you make sure that you have a critical mass of capacity, people who are experts in road safety? The institutions. How do you have strong institutions for road safety? Here in Cotonou, we are talking about transport broadly, not only road safety. We're talking about urban transport, transport related to regional integration. If you take all of these dimensions, the issues are still there. The issues of finance, the issues of capacity, the issue of having strong institutions. So these are things that we have to be looking into. And I think what is coming out strongly now is that we need to mobilize resources internally. We are looking at the global dynamics with reduction in official development assistance. Now is the time that African countries have to look seriously inwards on how to mobilize resources and how to build our own capacity. Of course, there are experiences from our partners which we can also tap from. Oui, je voulais juste, en complément de ce qui avait été dit, hier nous avons parlé dans le cadre du pilier sur l'intégration régionale, nous avons aussi parlé de la professionnalisation des acteurs du transport, qui est vraiment aussi, je pense, un point clé pour permettre, pour améliorer le niveau de sécurité routière, pour faciliter le commerce intra-régional, réduire les coûts de transport qui sont très élevés en Afrique. Le Bénin fait partie des pays où
nous devons travailler pour pouvoir vraiment permettre une meilleure connectivité avec tout l'Interland et aussi avec les pays côtiers. Donc on a pu parler de tout ça et je pense que l'exemple aussi du Togo a été mentionné, les leçons apprises. Et je pense que, comme a dit M. Moustapha du SACTP, donc le programme manager, il faut aussi regarder, je pense que les activités du SACTP, toutes les activités liées au renforcement de capacité peuvent nous aider tous à améliorer donc nos performances dans le secteur du transport. Vous allez voir dans le site de SACTP qu'il y a des liens aussi avec tous les partenaires, notamment l'Union européenne, la Banque africaine de développement que je représente. Donc ça permet aussi de vraiment améliorer les connaissances, la capacité pour pouvoir vraiment aller de l'avant dans le secteur qui a vraiment besoin de s'améliorer pour mieux servir les populations et les économies. Merci. Et c'est important que l'Afrique tire le mieux de ces systèmes de transport, qu'il les modernise, qu'il les rend compétitifs. Et pour cela, le partenaire technique et financier, le bailleur de fonds, nous sommes prêts pour appuyer le continent africain sur toutes les dimensions de transport. Ça peut être l'aviation, ça peut être maritime, ça peut être routière, ça peut être la mobilité urbaine, la sécurité routière. Parce qu'il faut qu'on trouve des partenariats qui sont mutuellement bénéfiques, voilà, je pense que c'est le mot en anglais, bénéfiques, dans le sens qu'on peut améliorer notre connectivité entre les continents, par exemple le continent européen, et que dans ces partenariats, on puisse aussi développer des chaînes de valeur sur le continent africain. Parce que dans un monde globalisé, dans un monde où il y a beaucoup de compétition, on ne peut pas juste accepter que ces systèmes de transport en Afrique ont été faits pour la plupart au commencement par les pouvoirs coloniaux, soit encore les anciens pouvoirs coloniaux, soit encore des systèmes d'extraction par exemple des matières premières, etc. Il faut que cette matière première puisse être mettre en valeur dans le continent africain. Donc pour nous, les CCTP permet de mettre en place des politiques continentales, des bonnes pratiques qui tiennent compte de tous ces aspects d'intégration régionale, de gestion de ces infrastructures, en sorte que ça améliore la compétitivité du secteur privé. Comme j'ai dit, une des valeurs ajoutées, un des grands changements pour les SCTP actuels, c'est que ça met au cœur de son action le secteur privé. Et ces secteurs privés peuvent utiliser ces systèmes de transport ou même développer ces systèmes de transport qu'en même temps les entreprises africaines et les entreprises, dans notre cas européennes, puissent tirer profit et voilà, et que, comme j'ai dit tout à l'heure, que ce soit des partenariats mutuellement bénéfiques pour tous les parties. Donc c'est pour ça, pour nous, c'est important d'appuyer l'Union africaine à travers les CCTP pour générer pour adopter ces cadres de politique. Merci. Je voudrais compléter un peu votre réponse, parce que je perçois derrière la posture ancienne qu'on a de qu'est-ce que le partenaire technique et financier apporte comme ressources financières pour pousser ce que nous devons faire. Nous ne sommes pas dans cette dynamique. Pour nous, le partenaire technique et financier est déjà une source en matière de politique, de stratégie. Ces politiques, stratégies sont les résultats de l'expérience de plusieurs régions du monde. Nous sommes ce que le partenaire va appuyer dans le financement, ce sera ce que nous aurons pensé et réfléchi et accouché ensemble. L'intérêt d'avoir la BAD, l'intérêt d'avoir la Banque mondiale, l'intérêt d'avoir l'Union européenne et UIA, c'est l'accès à une plateforme de connaissances, de stratégie, de politique, d'action, d'activité, de meilleures pratiques pour aider chaque État à sortir la meilleure stratégie et les actions nationales. C'est très important. Et c'est quand on est d'accord avec les partenaires, c'est pour ça que c'est une mine, le SSATP.
Vous allez sur la plateforme, vous saurez ce qui se fait dans tous les pays africains, ce qui a été fait, ce qui a été un succès, ce qui n'a pas marché. Et leur rapport, comme on va le faire dans le cadre du ce qu'on appelle aujourd'hui du PMUD, projet de mobilité urbaine durable du Grand Noukwé, c'est particulièrement ce que finance le budget national et ce qu'apporte le groupe de la Banque mondiale et d'autres partenaires comme l'AIB par exemple. Mais ce n'est pas principalement ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce n'est plus apporter des ressources pour qu'on fasse ce qu'on veut, mais c'est réfléchissons ensemble. Soyons sûrs que nous profitons vraiment des bonnes pratiques qui ont donné des résultats concrets et ensuite réfléchissons à comment nous finançons tout ça ensemble et de façon durable. Merci. Monsieur le ministre, la contribution des États, comment ça se passe? Comment se organisé? La contribution des États, c'est le budget national de chaque État. Vous prenez le Bénin dans ce qu'est le budget 2025 du ministère du cadre de vie et des Transports. Vous avez un programme qui s'appelle Programme Infrastructure et Transport. Et même s'il y a un programme qui arrive de la Banque mondiale comme le programme de mobilité, ce sera inscrit dedans. Et on voit clairement ce que le budget national apporte et ce que les partenaires complètent. Mais ce que les partenaires nous apportent, c'est aussi les ressources du Bénin. C'est la source de financement qui est modifiée, mais c'est aussi les ressources du Bénin. Donc tout ce que nous faisons, le seul canal qu'on a d'intervenir, de financer, c'est le budget national qui est l'outil de financement du développement de notre pays. Alors, Ghislain Zanou, je suis journaliste à la Voix de Moutier. L'un des objectifs de cette assemblée, c'est d'avoir des véhicules sûrs, propres et efficaces, qui n'aiment pas ce qu'il y a. Alors, permettez-moi quand même de nous rappeler la situation économique de l'Afrique, et surtout de l'Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce que nos dirigeants, nos partenaires pensent faire pour quand même faciliter cette tâche à la communauté, de pouvoir s'adapter à 300 véhicules par exemple? Ça, c'est ma première question. La deuxième, nous voulons également des véhicules électriques. Mais voilà notre situation en matière d'électricité. J'avoue que depuis 2016, le gouvernement de Patrice Talon a fait beaucoup de choses et qui quand même essaie d'améliorer ce secteur. Qu'est-ce que vous pensez faire, c'est-à-dire le gouvernement du Bénin, pour faire face à cette nouvelle vision? Merci. C'est une question pour le ministre, c'est ça? Est-ce que c'est ça? Ben, nous, on est totalement déjà alignés dans cette dynamique. Aujourd'hui, on a plus d'électricité en 2025 qu'en 2016, c'est évident, et ça va se renforcer. Le soleil a été toujours là, et continue. Nous sommes dans un mix énergétique. Les centrales solaires s'implantent aussi. Et le projet de mobilité urbaine durable dont je parle, c'est aussi une infrastructure de recharge de tous ces véhicules électriques, les bus, les véhicules légers, tout ce qui va servir au transport fluvial, qui va progressivement basculer en électrique. Toute l'infrastructure sera installée. Si vous voyez aujourd'hui le gabarit que nous donnons aux axes primaires et secondaires qu'on construit, il y aura des aménagements complémentaires à faire, mais les emprises sont déjà prévues. Voilà les choses qui sont mises. Et maintenant, pour l'importation des véhicules neufs, des véhicules électriques, parcourez le code général, la loi des finances, vous verrez que depuis 2023, des efforts énormes en termes de dédouanement, de taxes sur ces véhicules ont été faits, maintenus pour promouvoir l'acquisition plus facile de ces véhicules-là. Il faut qu'on comprenne qu'il faut sortir du déplacement individuel à l'échelle d'une agglomération comme Cotonou. La moto, on l'aime bien, mais une personne mobilisée pour transporter une personne, c'est pas efficace, c'est pas performant. Nos Tokwa, la taille ne permet pas encore d'atteindre la performance. Si nous avons des routes qu'il faut, c'est ce que le projet de mobilité urbaine veut faire. Nous aurons des bus. Et ces bus de grande capacité vont permettre de faire les transports de masse sur les grandes distances. De telle sorte que les motos et autres seront confinés dans le trafic de rabattement pour ramener les gens vers les stations avant de prendre le transport. Et si on fait ça, vous verrez qu'on aura moins de congestion entre Calavi et Cotonou, moins de congestion entre Cocody et Cotonou, ainsi de suite. Il faut aller vers le transport public de masse. Et nous préférons que ce transport
Pour autant qu'on y va, il vaut mieux qu'il soit totalement décarboné pour nous permettre d'atteindre aussi les objectifs qui nous sont fixés dans nos contributions déterminées au niveau national, où nous avons promis de réduire notre taux d'émissions de gaz à effet de serre et autre chose. Donc c'est un ensemble. Chacun veut bien sortir sa voiture. Mais combien de gens veulent passer 3 heures sur la route de Calavi et Cotonou? Si nous apportons un transport public de masse qui est propre, qui est correct, qui est accessible, qui est moins cher, les gens vont garer leur véhicule et prendre le transport. Quand vous allez dans les grandes villes européennes, vous voyez, même les responsables des niveaux les plus élevés prennent le transport en commun. C'est ce que nous souhaitons dans un avenir très proche. Merci. Peut-être prendre 2 questions encore, parce que et voilà, il y a d'autres gens qui vont vous poser des questions, monsieur le ministre, depuis, il y a d'autres personnes. Comme le ministre a beaucoup répondu à nos questions, on propose également que ceux qui sont à côté puissent nous parler de cette transition que nous voulons faire vers le transport décarboné. Est-ce que les États africains sont prêts? Monsieur Moustapha. L'étude que nous avons menée montre que l'électriciste l'a rappelé, il faut mettre en place un cadre, notamment des moyens de recharge électrique, et puis une bonne gouvernance pour bien intégrer un peu ces modes de transport. Donc, pour nous, c'est inévitable. Il va falloir commencer par les transports publics, mettre en place les moyens et les infrastructures de recharge et s'assurer qu'il y a une bonne gouvernance pour organiser tout ça. Donc le reste va venir ensuite sur les véhicules particuliers parce que le mode dominant aujourd'hui dans les villes africaines, c'est bien les transports publics, ce n'est pas la marche à pied. Donc il y a des priorités. Je crois que ce séquentiel, c'est un séquentiel assez logique. Nous travaillons dessus. Right. I think if I can add to that, just to say that different African countries are taking different measures and policies for that transition to electric vehicle. If you take Ethiopia, for instance, where my organization is based, they have completely banned the importation of internal combustion engine vehicles. And so, do they have all the infrastructure already today? I don't think so. Because it's a policy that is already being implemented. The government is forced to progressively install chargers in the city. If you take Kigali, they are now introducing a lot of electric motorcycles, and they don't necessarily have all the electricity, but now they are replacing the batteries, and which can solve the problem of charging. Now ECA, what we are doing is we're doing a study of all African countries to see what policies, what measures they are taking to transition into clean mobility. And I think that's what the minister was saying. As a continental institution, we're in a position where we know what is happening in certain countries that can be transferred to other countries. But I don't think there's any country in this world, even in advanced countries, that they can say that they have 100% the infrastructure. No. We just have to start. Merci beaucoup à toute la table. Avant de vous demander quel est l'objectif final de ce projet, j'aimerais quand même vous demander quand est-ce qu'on va commencer par sentir les premiers effets de ce projet-là sur le terrain, dans les différents pays, à partir du pays par exemple. Je peux réagir aussi à cette question. Oui, je me permets de réagir à cette question parce que c'est important de clarifier que le SSATP, c'est un programme de politique. Ce n'est pas un programme de mise en œuvre de projets sur le terrain. Mais c'est important aussi d'avoir ces niveaux plus stratégiques où l'Afrique, les pays membres de l'Afrique, de l'Union africaine se mettent d'accord sur quelles sont les grandes lignes de politique de transport, qu'après ça va se répercuter dans les designs des projets qui seront mis en œuvre. Donc c'est pas
Le CSTP, ce n'est pas quelque chose qu'on sent tout de suite sur le terrain, mais ça aura un très fort impact sur les moyens et long terme et sur les projets qui seront exécutés en Afrique. C'est bien ça. But just to add, some of the successes of SSATP, for instance, the creation of road funds. Exactly. In many African countries, that's a major success of SSATP. I think SSATP has also helped many countries to develop national road safety strategies. So one can actually cite some achievements of SSATP.